Xerius, tous les youtubeurs en ce moment scale et ensuite font un burn-out et puis ils redescendent à zéro et te disent que c'est ça le but de la vie. On voit aussi des gens qui avaient un lifestyle trop stylé et qui gagnaient plein d'argent et qui disent ouais, je vais construire une billion. Et puis en attendant, on voit des billionnaires qui ont l'air de rien foutre, on voit des millionnaires qui travaillent trop. Et l'enjeu derrière tout ça, c'est comment on mêle scaling et créativité. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode, parce que le premier c'était l'épisode pilote de Brain and Bullshit, un podcast où je suis avec Xerius pour parler de Successful Scaling. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien. Je suis content d'aborder ce sujet de créativité, de structuration, de burn-out, puisque c'est un sujet qu'on voit régulièrement passer. En tout cas, on en parle beaucoup en interne avec des entrepreneurs qui font le choix de scaler ou des entrepreneurs qui font le choix de tout arrêter du jour au lendemain. Et je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui nous écoutent. Et toi, comment tu vas ? Ah, ça va, écoute la forme. Au moment où on enregistre, c'est bientôt les fêtes. On va un peu lever le pied. De toute façon, j'aime trop travailler. Si tu m'empêches de travailler, je suis énervé. Parce que j'aime ça. Que je veux pas qu'on me prive de mon jeu. Donc, toi, ça va dans l'ensemble. Sur notre sujet, avant de parler éventuellement de notre cas personnel, tu vois, tous les deux, déjà, il y a ce que tout le monde a déjà repéré, tu vois. Matt Davella, le youtubeur connu, tu vois, qui monte à des millions et qui ensuite shut down tout son business. Ali Abdal, qui monte 6 entreprises, ensuite shut down tout. Plein d'entrepreneurs français aussi qu'on connaît, tu vois, qui disent ouais, j'ai compris que le but de la vie c'était pas ça. Donc des gens qui scale et qui décidément que les problèmes c'est trop, certains pour des raisons de burn-out, d'autres pour juste en fait ils en ont plein le cul. Et là ensuite ils viennent dans un nouvel arc narratif de la simplicité à expliquer à tout le monde que le but de la vie c'est pas la croissance et qu'en fait avoir rien, être heureux c'est bien, etc. Le seul problème c'est que leur avoir rien et être heureux, c'est avec 10 millions sur un compte placé à 8%, 3 millions d'abonnés sur une chaîne YouTube, et qu'ils arrivent encore à faire 5 millions par an, dont 4 millions et demi de profit, avec 2 assistants et eux. Et le sujet de fond, et tu l'as très bien évoqué, hein, c'est comment on garde de la créativité, du plaisir et du fun dans le scaling qui demande des process et de la merde. C'est compliqué, je trouve. Déjà, tu vas me dire ce que tu en penses. Ces gens qui font 50 millions et ensuite te disent le but de la vie, c'est la nature, et d'être assis en slip et de chanter des chansons, chanter Kumbaya dans la forêt. T'es un menteur. Si j'enlève tes 50 millions sur ton compte en banque placé à 8%, on verra si t'as toujours envie de chanter Kumbaya. Virgule, connard. Donc j'ai un problème avec les gens qui vendent ça alors ils ont fait l'opposé, tu vois. C'est comme ce qu'on disait dans un épisode précédent, tu vois, je suis devenu riche avec du high ticket, mais regarde le low ticket, c'est la vie. Et après, il y a l'enjeu de créativité, tu vois. Et ça, on va pouvoir en parler dans un second temps. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce sujet-là ? C'est quoi qui te... Ouais, pour moi, il y a deux sujets et je pense qu'ils sont à la fois autant distincts que liés. Il y a le sujet de comment, dans la phase de scaling, tu gardes ton âme créative. Et l'autre sujet, c'est qu'est-ce que tu fais, enfin, c'est qu'est-ce que tu veux et comment tu fais en sorte de rester congruent dans ce que tu dis et en tant que leader, comment tu es responsable du message que tu passes. Parce qu'en vrai, en fait, à chaque fois que les entrepreneurs parlent, il y a énormément d'impact et de gens qui les écoutent. Et le fait de, pour moi, passer le message de tout est simple. Regarde, c'est simple, on s'en fout, il y a pas besoin d'argent, mais avoir 3 millions sur un compte en banque placé, tu vois? Genre, je trouve que il y a tu vois, ça, c'est OK, ça fait partie du parcours de ces entrepreneurs et à la fois, il y a un biais qui est, qui est je suis en sécurité et donc oui, quand je suis en sécurité, évidemment que, tout est simple, mais je le dis pas, j'en parle pas et je fais genre j'ai rien et je suis comme vous. Alors qu'en réalité, non, tu vois? Genre factuellement, non. Du coup, ouais, j'avais envie de parler de sujets et si je dois citer des noms, aux États-Unis, il y avait, je crois qu'il y a 9 mois, 1 an, il y a Vanessa Lowe, qui était dans le domaine du coaching, qui était dans des masterminds, il me semble, avec Alex Hormozy et tout, et qui avait, scalé son business, et qui a une grosse chaîne YouTube, à peu près 800 000-900 000 abonnés et
qui racontait en fait son histoire dans cette vidéo. Je vous invite à aller la regarder d'ailleurs si ça vous intéresse, parce que c'est super intéressant. Et, et en fait, elle racontait que à force d'être exposée à des environnements qui étaient, je sais pas, genre toujours plus, elle a commencé à faire des choses qui n'étaient pas elle. Par exemple, monter une agence, parce que en fait, tout le monde lui disait que c'était la prochaine step business, ou par exemple, euh, avoir un business à abonnement, ou enfin peu importe, on s'en fout des types de business. Mais du coup, elle écoutait elle écoutait toutes les injonctions qu'il peut y avoir dans des masterminds. Je dévie un peu du sujet, mais je reviens dessus après. Et en fait, elle a, du jour au lendemain, shut down son business en disant, moi, de toute façon, je suis plus aligné avec ce que je fais. Et au final, j'ai écouté tout le monde qui m'indiquait, j'ai écouté les mentors qui me donnaient des directions, mais c'est pas vraiment qui je suis au fond, et je me suis déconnecté de moi-même. Et du coup, pendant 1 an, elle a tout arrêté. Elle était plus sur les réseaux sociaux. Et au final, 1 an plus tard, elle est revenue comme une fleur en disant, genre, en disant que c'était trop bien de faire simple et que c'était trop bien d'avoir un business petit qui te ressemble. Et en partageant le message de faire attention à pas trop écouter d'injonctions de gens qui sont plus hauts. Mais je trouve que ce genre d'entrepreneurs comme aussi Scott Holford, tu vois, genre ce qu'ils prennent pas en compte, c'est que ils ont une chaîne YouTube avec 900 000 abonnés. euh, ils lancent une offre demain. Ils ont un putain d'asset pour faire du cash. Donc, ils sont, entre guillemets, en sécurité. Même même s'il y a eu des pertes liées à l'arrêt de l'activité. Et C'est plus facile de dire je suis mon intuition quand tu es suivi par 2 millions de personnes, tu as une liste email de 300 000 personnes, que tu possèdes 12 business et que tu as 10 millions en banque. ouais, c'est ça. Et Traffic and Funnel, tu te rappelles du gars, je sais plus comment il s'appelle, il y avait Tyler Welch et son associé. Et Chris Evans. Ouais, et ben, lui, Chris, il est parti genre dans l'extrême opposé de ce qu'il avait créé. Il avait créé un business à 100 millions, tu vois. Et, euh, et aujourd'hui, c'est vraiment faites simple, je me sens plus libre en n'ayant rien, en étant pauvre et tout. Sauf que la réalité, c'est il est pas pauvre, puisqu'il a quand même s'il a payé des amendes et tout, genre, il a quand même déjà des millions et Ouais, bien sûr. il est bien. Je pense qu'il faut distinguer deux cas de figure ici. Premier cas de figure, t'es pas un entrepreneur, tu es un créateur. Et tu t'es laissé embarquer dans le virus du scale alors que c'est pas toi. Là, je pense que les gens, ils ont raison de downsize, tu vois, et de faire plus petit. Et l'autre côté, c'est tu es un entrepreneur et oh, scaling, c'est dur. Oh, Pussycat, pauvre petit chaton, c'est dur d'être entrepreneur, c'est vrai. Et tu vois, il y a un moment, juste sors-toi les doigts, tu vois. Si tu voulais que ce soit facile dans la vie, il fallait changer d'espèce. Et Pas mal ça. je vais jamais juger une personne qui décide consciemment, moi, être entrepreneur, le truc dur, le scaling jusqu'à 10 millions, 50 millions, 100 millions, avoir une équipe de 40 personnes. Je veux pas ça dans ma vie. Ça, j'ai un profond respect pour quelqu'un qui fait ce choix-là. Par contre, quelqu'un qui essaye, et je te parle pas de quelqu'un qui découvre sur le chemin qu'elle n'est pas alignée avec ça, tu vois, c'est ok aussi ça. Mais genre juste, c'est trop dur. Tu fais quoi là? Bouge-toi. Regarde 2000 ans en arrière, en fait, si tous les gens ils avaient dit c'est trop dur, je vois qu'il y a un truc dur, on serait pas l'espèce qu'on est aujourd'hui, on n'aurait pas la civilisation qu'on a, et probablement que tu serais pas né parce que ton grand-père et ta grand-mère, ils auraient trouvé que la vie c'était trop difficile. Et en fait, voilà, tu vois, c'est choisis où c'est dur dans ta vie, mais en fait, de toute façon, la vie c'est dur. C'est le principe. C'est pas grave, en fait. Et c'est pas censé être autrement. Et ce qui la rend difficile, vraiment, c'est notre volonté tout le temps que ce soit facile. Donc, tu es un créateur, tu es un créatif, tu veux être un solopreneur aligné, rien foutre et faire des trucs en suivant ton intuition, je respecte profondément ça. Nous, on a plein de clients sur Bronze et sur ceux qui sont au début du mastermind, c'est ça qu'ils veulent, tu vois, le lifestyle business, etc. Donc, on va les faire scaler un tout petit peu. Quand ils vont être à 30-40, on va les faire stabiliser. Ils profitent de la vie. Mais si tu décides d'aller de l'autre côté, vas-y, sors-toi les doigts, quoi, et arrête de faire l'enfant. Ouais. Et Et je suis un peu dur là-dessus, tu vois. En fait, tout est OK, tout est juste, tout est vrai. Mais putain, fais un choix, quoi. ouais, ouais. Je me faisais la réflexion du coup il y a quelques jours, c'est une métaphore bizarre, enfin, un exemple, une illustration bizarre, mais c'est ce que je vis actuellement. Euh, là où je suis, il y a beaucoup de moustiques. Et, euh, et en fait, il y a des bébés moustiques et il y a des moustiques
genre des plus gros moustiques qui sont, je pense que c'est des anciens, tu vois. Genre, ils ont de l'expérience dans la vie. Et les bébés moustiques, ils ont un avantage, c'est ils sont inattrapables, intuables. Genre vraiment, genre je peux pas les avoir. Et du coup, ils ont un désavantage, c'est que bah, ils sont bébés, ils ont pas d'expérience, mais ils ont un avantage dû au fait qu'ils soient petits. Et ils peuvent réussir. Et puis il y a les gros moustiques, genre qui eux ont l'expérience de la vie, mais avec l'expérience, ils ont un désavantage, c'est qu'ils sont gros, tu vois. Et du coup, ils sont plus facilement attrapables. Et tu sais, je me faisais la réflexion, je me disais: «Est-ce que genre, les gros moustiques pleins d'expérience se disent: "Oh la vie c'est trop dur, c'est injuste, plus j'ai de l'expérience et plus la vie devient dure avec moi"?» Enfin, tu sais? Parce qu'au fur et à mesure que tu crois en fait, tu plus tu as des challenges en fait. Genre c'est un peu ça. Je pense que ça dépend aussi pourquoi tu optimises. J'écoutais, le podcast de Marketing Mania là, de Stan Leloup et de son associé là, enfin son ancien associé, je me souviens plus de son nom, j'ai un trou de mémoire. Sur son podcast Le Trilliard, il parlait d'Ali Abdal justement, tu vois? Qui descale une fois de plus. Parce qu'en fait, tu la réalité, c'est de pourquoi tu optimises. Ali Abdal, financièrement, il est à l'abri. Plus qu'à l'abri, tu vois? Financièrement, gagner plus pour lui, les prochains steps, c'est, il disait jet privé, trucs comme ça, tu vois? Mais c'est loin comme step, tu vois? Et donc en fait, s'il se bouge le cul et qu'il scale, to the moon, il va avoir un incrément de bonheur de 5 à 10 pour un incrément d'emmerde de 300 à 500. Bah, il a raison, ça vaut pas la peine. Si tu aimes pas profondément construire des écosystèmes, scaler, construire une grosse boîte, si c'est pas un jeu qui t'amuse, il a raison, il a rien à gagner à le faire. Donc en fait, c'est toujours pareil, c'est choisis ton jeu. Tu as le jeu artisan, tu as le jeu solopreneur, lifestyle business et tu as le jeu je construis des boîtes. C'est je pense que c'est ça le sujet, tu vois? C'est, qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie, quoi? Ouais. Et à la fois je pense qu'on peut être à la fois un artiste et un entrepreneur. Pour revenir au sujet sur, justement la créativité, heu et qu'aujourd'hui, moi personnellement, je raconte, je vais parler de ce que je peux vivre dans une phase où je scale des boîtes, où, je j'ai des phases et j'ai des phases où en fait je suis très dans éteindre des feux, des projets, que je dois mener de front, des choses à faire, passer à l'action, tu vois? Et dans ces phases, je me rends compte que je suis pas capable d'être créatif, tu vois? Et je vois que cet enjeu, je sais comment le dépasser et je vais parler de ça juste après. Mais je vois que c'est un enjeu pour beaucoup d'entrepreneurs qui scale aussi, c'est comment est-ce que tu fais pour rester créatif et pour rester inspiré avec ce que tu fais? Et quand tu es dans une phase où en fait, tout ce que tu fais toute la journée, c'est éteindre des feux et gérer des emmerdes, tu vois? Genre comment tu fais pour être cet artiste qui joue quand tu as cette pression? Je te laisse avant de donner mon avis et mes clés, que j'ai trouvées pour moi et pour les entrepreneurs que j'accompagne, je te laisse, répondre parce que je pense que ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue. En fait, je pense que ça dépend aussi beaucoup des phases de vie dans lesquelles tu es. Tu vois, moi pendant longtemps, j'ai fait l'artiste et j'ai fait le lifestyle business et à un moment j'ai décidé de bâtir. Quand tu décides de bâtir, il y a des phases où ta créativité, tu te la fous au cul, il y a des trucs à construire, tu dois faire ce qui doit être fait. C'est chiant, c'est pas fun, ça doit être fait. Sinon, tu peux pas passer à la prochaine étape de créativité. Sinon, tu es tout le temps juste le nez dans le caca. Tu construis, tu solidifies, et cetera, tu fais les trucs chiants et ensuite, pour passer de la fin des trucs chiants jusqu'à ton prochain palier, là, tu réveilles l'artiste de nouveau. Il faut de la créativité, il faut inventer des trucs, il faut de l'innovation. Ton innovation, elle va foutre la merde, il va falloir consolider. Pour consolider, ton innovation, tu te la fous au cul, tu consolides. C'est chiant, c'est pas fun. Et ainsi de suite, tu vois. On est toujours dans le même framework, scale, mess, depth. Scale, créativité, jeu, artiste, mess, depth, réparation. Il n'y a plus d'artiste en fait, t'es un bâtisseur, t'es un maçon, tu es en train de construire des murs, des plafonds, des ce que tu veux, tu vois. Et je sais que pour certains, la construction est une forme d'art. Quand tu es vraiment créatif et que tu pars un peu dans tous les sens, la construction, c'est pas de l'art, hein, c'est pas fun, hein, la construction, c'est une prison. Et je pense que les 2 étapes ne peuvent pas facilement coexister jusqu'au moment où tu as une équipe, assez pointue. Donc en fait, toi, tu peux aller faire l'artiste sur des trucs à la con pendant que ton équipe, elle bâtit. Moi, tout doucement, j'y arrive et encore pas tout le temps. Et sinon, c'est une histoire de phase, en fait.
Et moi, j'essaie toujours de garder un terrain de jeu de 10% de mon temps et de mes ressources, où je fais ce que je veux, comme je veux, peu importe ce que ça donne comme résultat. Allez vous faire foutre, c'est moi qui décide, c'est moi qui m'amuse. Je suis un enfant de 5 ans qui joue avec sa boîte de Lego. Mais je pète pas toute ma boîte parce que j'ai un caprice artistique. Alors, j'ai voulu aborder ce sujet avec toi parce que je pense que tu es le seul entrepreneur avec qui je travaille qui arrive à être créatif, en tout cas de perception, de ce que je perçois, qui arrive à être créatif et build et construire. Et j'ai l'impression que tu es capable de le faire dans la même journée. Genre, le matin, tu es créatif, tu ponds des choses, tu as plein d'idées, tu consommes du contenu, tu fais des mails, tu fais du contenu. Et l'après-midi, je sais pas, tu vas bâtir des choses, tu vas manager ou tu vas faire des choses concrètes de construction, des trucs peut-être un peu plus chiantes. Mais, et en fait, les entrepreneurs que j'accompagne, tu vois, c'est ça se fait plutôt au mois, enfin au mois ou juste ou jamais. Soit, genre pendant un mois, ils vont être à fond dans build, mais ils vont plus rien produire. Soit ils vont tout le temps produire, mais ils vont jamais build, tu vois. Et je trouve que toi, tu arrives à faire les deux. C'est pour ça que ouais, je trouve ça intéressant. J'aimerais bien. Compartimento. Je me lève à 5 heures. Je réponds à tous mes messages. Tout de suite, c'est la première chose que je fais, tu vois. Ensuite, j'ai une phase de 1 à 2 heures où je consomme et je crée. Vu que j'ai beaucoup d'habitudes là-dedans, ça va vite. Ensuite, sport. Ensuite, phase de création. Et l'après-midi, je fais des rendez-vous et je gère des merdes. Parce que je suis plus fatigué, parce que j'ai une énergie plus basse, parce que de toute façon, même si tu me laissais créer, je pourrais rien créer du tout. C'est pas le bon moment de ma journée pour moi pour créer, tu vois. Et après, j'ai des phases où c'est la merde de partout, et ben en fait, il y a plus de phase de création, il y a que gérer des merdes toute la journée. Mais dans la mesure du possible, le matin, je fais tout ce qui nécessite de la créativité, contenu, nouvelles idées, coaching. Euh, et l'après-midi, je fais des trucs qui me demandent moins d'énergie, tu vois. On pourrait croire que par exemple enregistrer ça ensemble, c'est un truc qui faut énormément de créativité. Non, en fait, je peux être éclaté avec pas de neurones qui se touchent. J'ai une conversation avec un pote que je connais depuis très très longtemps, avec qui j'ai beaucoup travaillé autour d'une passion commune. Elle me demande aucune énergie, aucune créativité. C'est une conversation que toi et moi on aurait pu avoir à 3 heures du matin bourré ou à 9 heures du matin au café, tu vois. Ça me demande pas d'énergie. Ce qui me demande de la créativité, c'est que je dois prendre quelque chose de nouveau. Tu sais, je dois sortir une idée de terre, tu vois. Et ça, il faut que je sois en haute énergie pour le faire. Et moi, j'ai des horaires de ma journée où je peux. Et dès que je suis plus dans cette énergie-là, je n'essaye plus. Je fais tout le reste. Hmm. En fait, du coup, finalement, ce que tu fais sur le day-to-day, ça te demande pas spécialement de créativité, genre de créer du contenu ou d'écrire un mail. Ce que tu sais et tu transmets ce que Non, tu pas sais. du, non, pas du tout. Le contenu aujourd'hui me demande quasiment aucune créativité. Mais après, il faut aussi voir que 80-90% de mes contenus sont moyens plus. Tu vois, il n'y a pas de fulgurance dedans. Et de temps en temps, j'ai un élan créatif et j'ai une fulgurance et je trouve un angle, un concept, un truc. Et je fais le contenu de mon moi, tu vois. C'est assez rare, hein. Et c'est juste que mes contenus moyens, vu que j'en ai fait énormément, les gens les trouvent plutôt pas mal. Donc on a l'impression que ouah, je suis une machine à créativité. Non, ces contenus-là ne demandent aucun effort. Mais parce que j'en ai 5000, 10 000, j'en sais rien, tu vois. Ouais, et c'est vrai que dans les moments où, finalement, si ta créativité, c'est vraiment être dans l'excellence, dans les moments où tu es connecté à ça, ça se ressent même dans le chiffre d'affaires des boîtes. Ouais. Et depuis le temps qu'on travaille ensemble, tu m'as déjà vu comme ça avoir des fulgurances créatives. Mais en 5 ans, ça arrivait 4 fois. Tu vois, c'est. Parce que, en fait, ma vie n'est pas conditionnée pour que ça arrive plus. Mm. Donc, en fait, comme tout le Ok. monde, tu vois. Et justement, je voulais qu'on parle de système, tu vois, parce que moi j'ai de ce que je vois et moi par rapport à ce que je vis, j'ai l'impression que, enfin, un jour, Félix m'avait donné une astuce, m'a dit, mais Xerius, si tu veux être genre créatif, cale des créneaux dans lequel tu peux être créatif, où tu fais rien en fait. Et comme ça, tu vas autoriser ton cerveau à switcher. Genre, tu peux pas. En fait, il me disait que tu peux pas, genre, je sais pas, dans la même matinée, faire du travail créatif et du travail opérationnel, tu vois. Et je trouvais cette idée super intéressante. Et aujourd'hui, je vois que moi, ça fonctionne pas dans une même journée. Par contre, enfin, je peux pas à la fois être créatif et opérationnel dans une même journée. J'y arrive pas, même si je mets des créneaux. Par contre, à la semaine, j'y arrive. Genre, je fais une journée où c'est ma journée, genre, je vais avancer sur une formation, je ne pense qu'à ça dans la journée, et limite, j'y arrive bien à la semaine, tu vois. Genre, à la semaine, c'est trop bien, mais c'est tellement rare que j'ai une semaine où j'ai que un truc à penser, tu vois. Mais en tout cas, si j'avais ça, et je pense que si j'avais l'équipe,
des gens à qui je délègue et qui travaillaient dans tous les business dans lesquels je travaille, au final, genre, je pourrais être que créatif pendant une semaine et ça serait un système qui fonctionne bien, tu vois. Je pense que le sujet, c'est que tu peux pas gérer des merdes et gérer des incendies et avoir la créativité après. Par contre, tu peux tout à fait te donner un temps créatif et une plage créative. Ensuite, je sais pas, aller bouffer avec quelqu'un, tu vois? Ou mater une série, tu vois? Pour un peu redescendre en énergie, être plus connecté à une conversation humaine. Et l'après-midi, tu gères des merdes et tu parles avec des gens, tu vois? Ouais, OK. Ouais, c'est ça. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, moi, je me lève, je gère les notifs et les merdes directement. Mais Voilà. c'est ça, Si ça moi je marche me bien. lève, tu vois? Et que imaginons, on doit avoir un sujet, juridique, technique, tu vois? Le site il est cassé, il faut aller regarder dans le code ce qui s'est passé, tu vois? Enfin des trucs vraiment qui pour moi, c'est de la gestion de merde, tu vois? Il y a plus aucune chance que j'ai la moindre idée créative du reste de la journée, hein, c'est fini, hein. C'est si je veux être créatif, je ne m'expose pas à quoi que ce soit qui va me tracasser ou m'énerver un peu, tu vois? Rien du tout. Genre je vis dans une bulle. Ouais. Je regarde, des vidéos YouTube, de manifestations américaines qui expliquent que de toute façon, il suffit d'y penser très, très fort pour faire 1 milliard. Ensuite, je regarde un créateur que j'aime bien, parler de la vie et du marketing et ensuite je me mets à écrire, tu vois? Et je suis dans une bulle de déni de réalité littéralement, qui me permet de créer ça. Mais Mmh. si Marie, donc ma femme pour ceux qui écoutent, arrive et me dit: «Tu as oublié de descendre la poubelle de couche», fini. Plus de créativité. C'est je suis redevenu dans le daily, dans la gestion opérationnelle, dans mon planning, dans merde, mes tâches ménagères, tu vois? Fini la créativité. Donc je me lève à 5 heures moi. Il faut comprendre que j'ai pas d'interaction humaine avant 8 heures du matin. Donc j'ai le temps. C'est trop intéressant ce que tu dis, parce que ça m'arrive régulièrement, de moins en moins, parce que maintenant on apprend quand même à se connaître, à ce niveau-là, tu vois? Avec Megan, qui est ma copine mais il y a des moments où, genre au début de notre relation et même, je sais pas, il y a 2 ans, j'avais l'élan de créer une vidéo, j'étais trop inspiré je sors mon téléphone ou je sors ma caméra et là, je commence à filmer et là, elle me rappelle un truc de merde ou elle me dit un truc qui va juste plomber mon énergie et m'énerver et au final, genre, je me dis: «Putain, mais tu gâches le moment où j'étais trop bien et j'avais envie de partager ce truc au monde. Ça Là, c'est m'arrive bon, tout le j'ai plus envie temps. de le faire», tu vois? Ça m'arrive tout le temps. Tu vois, typiquement pareil, j'ai un moment, il y a le moment en fait, c'est exactement ça, tu l'as bien écrit, le moment, tu vois? Je m'apprête à filmer et là, je me rappelle qu'elle est en train de faire une machine, qu'il y a Sacha qui est en bas en train de crier et cetera. Je dois descendre pour lui dire de faire plus de bruit parce que je veux tourner, je reviens en haut, j'ai plus envie de le faire. Mais c'est ça. C'est chaud ces moments. Non, en vrai, je pense que c'est créer les systèmes dans ton équipe, dans ton business qui te permettent d'avoir ces espaces et créer les systèmes également, je pense, dans ta vie personnelle qui te Là permettent de quand tu es dans ces non, non, moments de vas-y, flow vas-y. de ouais, qui te permettent dans ces moments de flow de tourner directement et sans être, interrompu, en fait. Déjà ça, je suis d'accord avec toi et ensuite la créativité, c'est un muscle. Regarde quand est-ce que tu es créatif, qu'est-ce qui le provoque, qu'est-ce qui le facilite, qu'est-ce qui le freine et en fait, orchestre la situation qui crée ta créativité. Moi, je me rappelle, dans mon master à l'époque, on avait eu un atelier, c'est un espèce de cours de créativité. On était là, on était: «Mais tu con, en fait, il y a des gens créatifs, des gens qui ne sont pas». Il me fait: «Non, c'est faux. Créativité, c'est» et il nous fait faire tout plein d'exercices, tu vois, pour, faire de la gymnastique intellectuelle pendant 2 heures, puis il nous fait produire des idées. En fait, on avait tous beaucoup plus d'idées qu'à la main. Elles étaient bien meilleures. Alors, de quelqu'un qui est nul en idées, tu fais pas un génie de la pub, tu vois? Mais de quelqu'un de nul, tu fais quelqu'un de moyen, de tu fais quelqu'un de bon, de quelqu'un de bon, tu fais quelqu'un de très bon. Ça, c'est fascinant de voir, tu peux vraiment faire un vrai delta et c'est un muscle, c'est un jeu, tu vois? Mmh. Ouais et je pense que c'est intéressant. Il y a un principe, je sais plus ce que c'est, je pense que tu vas t'en souvenir, mais c'est ce que tu as décrit, c'est créer l'environnement qui te permette de et c'est pareil, genre avec tes équipes, tu vois? Au lieu de les forcer à faire une tâche ou une mission, tu peux créer l'environnement qui va les pousser naturellement à le faire, tu vois? Ouais, c'est le nudge, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est par exemple, il y a un escalator des escaliers, tu veux que les gens ils montent l'escalier, tu mets des touches de piano sur l'escalier et de la musique et donc en fait, tu as fait changer leur comportement vers ce que tu voulais sans leur dire quoi faire et en fait, avoir les bonnes incentives pour produire le bon comportement et pour éviter typiquement le Cobra effect, avec le second order thinking et cetera, quoi. Ouais. Je sais plus si on en a déjà parlé sur ce podcast, je crois pas. Le Cobra effect, c'est important, il faut quand même l'expliquer.
c'est de dire, en fonction des incentives que tu mets en place, tu peux créer l'opposé du comportement que tu voulais. L'histoire, c'est en Inde. Alors, je ne sais pas si c'était vraiment en Inde, je ne sais pas si c'est une vraie histoire. C'est l'histoire qui se raconte que je vais raconter. Tu vois. C'était en Inde et ils avaient un problème de surpopulation de cobras. Donc le gouvernement, qu'est-ce qu'il s'est dit? On va, pour inciter la population à buter les cobras, on va payer 10 roupies à chaque fois qu'ils nous ramènent une tête de cobra. Les chiffres, pareil, je ne sais pas si c'est les bons, je m'en fous. Le problème, c'est que l'Inde est dans une population relativement pauvre, ils se sont rendus compte que pour élever un cobra, ça coûtait 2 roupies, qu'ils pouvaient revendre la tête pour 10. Donc ils ont commencé à faire des fermes de cobras. Donc il y en a eu encore plus, et en plus de ça, ils ont niqué le gouvernement. Et le gouvernement, il fait putain, c'est vraiment des cons, ils nous font chier avec leur ferme de cobras de merde, ils sont en train de m'arnaquer. Et du jour au lendemain, ils ont dit, bah, on ne paye plus les têtes de cobras. Bah, qu'est-ce qu'ils ont fait la population? Ça leur coûtait cher de donner à bouffer aux cobras, ça leur coûtait 2 roupies par cobra. Bah, ils les ont tous relâchés dans la nature. Et donc il y en a eu 10 fois plus qu'avant. Comment une mauvaise incentive peut créer le comportement opposé de ce que tu voulais initialement? Oh putain, en vrai, c'est ouf. Je connaissais pas cet exemple et ni ce principe, mais ça me fait tellement penser. On va pas aborder ce sujet, tu vois, mais ça me fait penser à la politique. Genre, Non, mais à la ouais. ce que veulent la droite et la gauche et comment finalement ils obtiennent pas forcément ce Je peux qu'ils te veulent. donner un exemple de Cobra Effect qui est dans notre métier. Et donc sur le sujet du scaling. Okay. Imaginons que mes sales ont une prime sur le nombre de ventes et sont payés non pas sur l'encaissé, mais sur le contracté. Qu'est-ce qui va se passer? Alors que j'ai fait ça initialement pour les incentiver à être meilleurs. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Ouais, ça, je sais ce qui va se passer. C'est une erreur qu'un client a Et fait oui, justement. ils vont Et c'est que. conclure Ouais, plus de ventes, plus vite, en essayant de coller des beaucoup plus gros produits que nécessaire, et avec des plans de paiement éclatés par terre. Parce qu'ils veulent pouvoir dire j'ai fait 100 ventes à 1 million à des gens qui ne voulaient pas et des plans de paiement sur 19 ans. Mais eux, ils s'en foutent. Ils sont payés au nombre de ventes et au contracté. et ouais, au final, leur intérêt n'est pas l'intérêt de l'entreprise. Exactement. Enfin, en tout cas, leur intérêt court terme. Et puisqu'ils s'en foutent si les gens finalement vont payer jusqu'au bout, puisqu'ils vont être payés, eux, jour 1. Et justement, si tu veux être un petit entrepreneur créatif, il faut des équipes et des process. Ça, c'est pas à toi que je l'explique, c'est ce que tu fais avec tous tes clients. Et pour que ces équipes et ces process fonctionnent sans toi, il faut que les intérêts soient alignés. Il ne faut pas que les personnes soient payées en fonction de ce que tu leur demandes comme tâche, mais sur l'intérêt profond de l'entreprise. Et à partir de là, quand les gens sont les bonnes personnes aux bons endroits avec les bons process, tu peux partir faire le petit entrepreneur créatif et faire ton caprice d'artiste. Et je dis ça, c'est pas péjoratif parce que moi, le premier, je suis dedans. Ouais, et en fait, je trouve ça tellement cool pour ceux qui nous écoutent que tu partages ça. Genre que tu ne t'exclus pas dans les choses dont on parle, tu vois, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent idolâtrer le fait d'être un entrepreneur qui réussit très bien et penser que c'est toujours tout rose, toujours peut-être tout facile ou que tu n'as pas de, je vais appeler ça crise existentielle ou de difficulté, tu vois. Alors que, genre, on est des humains sur le chemin et au final, genre, on est tous dans une forme d'équilibre qu'on recherche en continu, en fait. Donc, on ne l'a jamais fait, tu vois. C'est il y a quelques temps de ça, tu as Margot Cunego qui partageait ça sur les réseaux, qu'elle avait 3 nervous breakdowns par jour, tu vois? Et moi, quand j'ai regardé ça, je me suis dit: «Je suis tellement plus sage qu'elle, j'ai tellement compris plus de trucs, j'en ai qu'un par» et faut en fait, faut pas croire, on est tous au même stade, tous avec les mêmes chaussures. Moi, j'ai construit mon entreprise avec ton aide, avec l'aide de tous nos directeurs de pôle, tu vois? D'une façon qui m'apporte quand même plus de sérénité, tu vois? C'est la façon la plus sereine, la plus stable, la plus pérenne, et la plus agréable, facile à mon goût. Donc il y a que les personnes comme moi qui vont être d'accord avec moi là-dessus. Mais ça ne veut pas dire que l'entrepreneuriat, il y a pas des moments de difficulté, des moments de doute, des moments de crise existentielle, enfin, juste avant qu'on enregistre, tu vois, moi j'étais en séance avec ma psy
Et je lui disais, je sais pas, mais en même temps, à un moment, moi j'ai 36 ans, je suis en train de scaler une boîte, j'ai un enfant de 1 an. Si je passe ma journée à me demander comment ça va, il y a forcément un moment où ça va pas, hein. C'est comme tu demandes pas à une personne de 80 ans où est-ce qu'elle a mal, hein. Ouais. Et à un moment, juste, tu vois, c'est arrêtez de croire que la vie sera parfaite, arrêtez de croire qu'on n'aura jamais mal nulle part, arrêtez de croire que on sera tout le temps heureux, arrêtez de croire que scaler une boîte, ce sera tout le temps simple. Ça l'est pas, mais c'est pas grave, c'est pas censé être autrement. Et en fait, entoure-toi des bonnes personnes pour te sentir bien avec cette information, et alors tout ira bien. Mmh. Ouais, et je pense que t'entourer des bonnes personnes, ça te permet d'être d'être que su d'être dans certaines périodes que sur ce que t'aimes et d'être dans d'autres périodes aussi dans ce que t'aimes pas en étant avec eux. Mais, tu vois, sur la créativité, je pense que c'est un goulot d'étranglement de beaucoup de business, tu vois, qui reproduisent, qui pensent qu'il doit être fait pour que ça marche et qui peuvent aussi avoir tendance à se déconnecter d'eux, tu vois? Parce que toi, par exemple, si on regarde ton contenu, les gens disent que tu es Alex Hormozy, mais en fait, tu as pas le même business qu'Alex Hormozy et même si au niveau au niveau des décors, ça peut se ressembler, au niveau peut-être de tes lunettes ou ton truc sur le nez, je sais pas. Mais la réalité, c'est que tu as construit quand même un business à ton image qui te permet d'exprimer qui tu es, tu vois, au fond. À part la casquette, brandée, j'ai pas grand-chose à voir avec lui. Ce que je dis toujours aux gens à chaque fois qu'ils me voient avec le scotch sur le nez, tu vois, ils me disent: «Ah, Alex Hormozy». Je réponds: «Ah ah, non, déviation de la cloison nasale, connard». C'est en fait juste, alors par contre, un truc qui est vrai, c'est que j'ai découvert ce truc-là grâce à Alex Hormozy, tu vois? Je savais pas que ça existait. Non mais attends, moi ça faisait 30 ans que j'étais en apnée du pif, avec limite de l'apnée du sommeil et que j'étais en train de me résoudre à devoir me faire opérer. C'est une opération qui marche 1 fois sur 3, qui est extrêmement douloureuse, qui est un peu risquée et cetera. Et là, je découvre qu'en me scotchant le nez tous les soirs, je respire pareil. Révélation, j'ai plus jamais enlevé ce scotch de mon nez. J'en ai 12 boîtes à la maison en permanence. Et derrière, bah, ouais, j'ai une grande gueule, ouais, j'essaye d'être un peu pédagogique, ouais, je fais des trucs sur tableau blanc, mais pourquoi je fais des trucs sur tableau blanc, par exemple? Parce qu'en fait, ça fait 20 ans que tous les entrepreneurs comme moi, ils ont compris que c'était le meilleur moyen d'expliquer des trucs. Comme un Et en prof. fait, C'est juste c'est négativement, connoté, mais actuellement, la tête d'affiche de tout ce mouvement, c'est Alex Hormozy. Donc dès que tu fais un truc qui représente ce mouvement, c'est: «Ah, tu comme Alex Hormozy». Oui, mais enfin, je suis comme Tony Robbins, je suis comme Sam Ovens, je suis comme Dan Kennedy, je suis comme Gary Bencivenga, je suis comme Ray Kroc. Enfin, tu vois, on peut aller très, 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 très loin, tu vois? ouais, Je suis comme tous les entrepreneurs comme moi, avant moi, qui vendent de l'information depuis 100 ans. ouais et et aussi, tu es au service de tes équipes autant qu'elles sont à ton service. Vraiment, je pense que c'est quelque chose qui est à noter pour les gens qui nous écoutent. C'est que si vous avez une équipe, vous êtes dans une phase de scaling, vous êtes, au service de vos équipes puisque sans certaines choses, ils peuvent pas aussi bien travailler. Certaines choses qui doivent venir de vous, genre, peut-être, l'énergie ou les contenus vidéo ou d'autres choses comme ça. Le but du CEO, c'est d'être au service de l'entreprise. Ça, c'est un truc où il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec moi là-dessus, tu vois? Et on voit Ouais, partout, oui, crée une entreprise qui est à ton service et qui te rende libre. Non, dans ce cas-là, sois un artiste, crée pas une entreprise, en fait. Moi, en tant que CEO, et tu vois, demain, je pourrais me retirer du CEO, tu vois? Et en mettre un autre à ma place, et c'est lui qui sera au service de l'entreprise et moi, j'ai une entreprise, dont je suis investisseur et qui est à mon service, tu vois? Je pense que si tu es investisseur, l'entreprise est à ton service. Je pense que si tu es CEO, c'est toi qui es au service de l'entreprise. Et en fait, si l'entreprise, elle doit aller de 1 à 2, c'est à moi de donner à l'entreprise ce dont elle a besoin pour aller à 2, que ça me plaise ou pas. Ou alors je suis investisseur, ça arrive plus tard dans la vie d'entreprise, ou alors ça arrive quand tu es pas entrepreneur, tu es juste un créatif. Et en fait, dans ce cas-là, je veux faire ce que je veux, être payé pour, je trouve un moyen de construire des systèmes et une boîte autour de cette information. Moi, c'est pas mon choix de vie. Moi, j'ai choisi d'être un CEO, avec tout ce que ça implique de difficile et de contraignant, et de pas très créatif, souvent, tu vois? Et peut-être qu'un jour, je jumperai de ce rôle-là, je le donnerai à quelqu'un d'autre, hein. C'est possible. ouais et c'est très bien, tu vois? Genre, je parlais avec un entrepreneur il y a quelques mois, qui est plus qui a un business en dur et qui disait, «Moi, j'ai toujours été entrepreneur dans ma vie, genre j'ai monté des projets, ma boîte a fait des millions et tout. Putain, tu sais c'est quoi mon rêve? C'est genre je veux être salarié et pas avoir de problème et tout» et genre c'était trop drôle. Je me disais parce qu'en fait pour moi dans ma tête, genre à cette époque,
il y a quelques mois en arrière, je me disais, franchement, je ne serai jamais salarié. Salarié, pour moi, c'est l'échec, c'est pas possible. Genre, et je ne voyais que par, putain, faut être entrepreneur, ça veut dire que tu as réussi ta vie. Au final, le mec, il me dit, bah moi, je veux être salarié, tu vois, pour être tranquille, vivre ma vie sereinement. Non, mais J'ai regarde, pété un câble dans ma maintenant, tête. maintenant imaginons, tu vois, on va penser le salariat en fonction de tes valeurs. Imaginons, tu as de l'argent en compte, assez pour être. Tu es à un stade de ta vie pour passer du temps avec ta famille, et tu veux juste faire le jeu, le métier que tu aimes et qui t'éclate, sans les problèmes qui vont avec. Tu te fous dans une boîte, tu te fais recruter salarié, expert marketing, tu demandes du distanciel, tu as les moyens financiers d'une grosse boîte, tu as aucune des responsabilités, aucun des problèmes. En quoi c'est un souci? Ouais, et demain, en plus, je voudrais même pas du distanciel, tu vois. Mais tu sais que quand j'avais, avant qu'on bosse ensemble, quand j'avais mes autres business, euh, je regardais des écoles de publicité. Mais tu sais, genre apprendre à faire des vraies pubs pour des grosses marques et tout. Et putain, ça m'intéressait trop. Et là, en fait, pour ce genre de job, j'étais OK à l'idée d'être salarié, en tout cas pour me faire une expérience. C'est il y a tout le monde qui pense que ce truc-là, c'est trop bien. C'est méga chiant. On n'est plus dans les années 80 à 99 francs. C'est devenu beaucoup moins drôle. Ouais, mais en fait, c'est pour ça que je suis pas allé, parce que, On a genre, tous le fantasme. sur le Moi aussi, je vais papier, pas y aller. je savais pas ça. Et En vrai, moi, ça a j'ai l'air fait, trop fun. moi, j'ai fait un tronc commun en communication et ensuite j'allais m'orienter vers la conception-rédaction, donc devenir publicitaire, tu vois, le vrai au sens plus pur du terme. Et en fait, en allant un peu faire des stages et en discutant avec des gens, je me suis rendu compte que ça avait l'air quand même méga chiant finalement comme job, que c'était plus du tout aussi drôle qu'à l'époque. Du coup, je me suis orienté vers le marketing digital et la communication digitale. Ouais, mais c'est ça, en fait, aujourd'hui, enfin, même à l'époque, c'était très politique. Et aujourd'hui, je pense que tu peux pas exercer le métier comme nous, on le fait aujourd'hui. Genre, tu as une idée de hook et tout, tu dis, vas-y, je vais utiliser cet angle. Allez, et je teste et je mets de l'argent et je vois directement les résultats. En fait, c'est plus comme ça. Genre, C'est la mais différence c'est déjà trop entre fun comme métier. le marketing direct et le branding, tu vois. En agence de pub, ils font du branding, ils font très peu de marketing direct. Nous, on fait du marketing direct, c'est encore très différent, tu vois. Mm. C'est le moyen le plus facile, entre guillemets, c'est le moyen le plus facile d'aller à 10 millions et c'est celui qui t'empêchera d'aller à 1 milliard, tu vois. Ouais. Moi, Ça, moi, c'est en trop allant bien. dans ce genre d'école, Je veux pas y aller, mais ouais. Moi, je me voyais grave faire, je sais pas, genre Edgary Bensevenga, écrire des textes pour vendre, pas des cigarettes comme à l'époque, mais vendre, je sais pas, genre un produit qui me fait kiffer, tu vois. Mais c'est pas, en fait, c'est pas la porte d'entrée pour faire ce genre de choses. Je peux juste être marketeur en ligne pour des boîtes, en fait, de ouf. et faire le même métier. Surtout que aujourd'hui, le goulot d'étranglement d'énormément de boîtes, c'est justement la partie création de publicité, puisque les CEO ne savent pas comment les créer et ne prennent pas le temps de créer des pubs. Et quand tu fais du direct response, bah, la partie créa, c'est tellement important et ça demande de faire tellement de volume qu'il y a besoin de ce genre de métier. Mmh. Pardon. Eh bien, on va tousser, dans l'enregistrement. Ça va. Pour revenir un peu à notre sujet, si on devait un peu, tu vois, conclure et rassembler nos idées, Mhm. est-ce que c'est possible de scaler tout en restant créatif? Et si oui, comment? Qu'est-ce que tu retiens de notre échange, toi? Oui, c'est possible. Il faut des zones. De ce que je retiens, il faut des zones, des zones dédiées en fait à ce que tu veux. Si tu veux être créatif, du coup, tu commences par la créativité, par être nourri par ça et te mets dans une bulle, tu vois, dans une bulle où tu ne risques pas d'être dérangé par des notifications ou par des sollicitations de personnes. Et ensuite, tu pourras t'ouvrir à d'autres tâches, à éteindre des feux ou à gérer d'autres projets plus opérationnels. Et ça, c'est ce que je retiens. Et aussi, c'est que je pense que si tu as une équipe, ça ne, on peut avoir l'illusion que ça, enfin, c'est ce que je retiens et c'est ce que j'ajoute, mais on peut avoir l'illusion que ça va nous permettre d'être créatifs, alors qu'en réalité, c'est aussi 1 million de sollicitations qu'on va avoir en plus. Donc, si on ne sait pas se gérer seul, je pense pas qu'on puisse réussir à mieux se gérer quand on a une équipe, même si elle est là pour nous épauler. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ajouterais aussi que
faire attention à ces entrepreneurs qui ont scalé à millions et qui ensuite reviennent à la simplicité, vous dire que c'est ça le but, c'est que c'est beaucoup mieux et que regardez comment on fait 100 000 de profit par mois, regardez comment on fait un petit business, regardez comment on fait un business de cœur, etc. Si ils avaient plus aucun follower et plus aucun euro sur leur compte en banque et qu'ils disaient toujours ça, j'aurais plus de facilité à y croire. Je trouve que c'est un peu toujours, tu vois, genre je suis au pôle Nord à côté d'un mec tout nu en train de grelotter, de crever de froid. Moi, je suis avec ma doudoune Montclair et je lui dis pourquoi tu grelottes, il fait pas si froid que ça. Tu vois, c'est l'argent ne fait pas le bonheur, surtout quand on a. On n'a pas besoin d'un gros business, surtout quand on est riche. Donc Ouais, cette hypocrisie me dérange un peu. je kiffe la métaphore et je pense que ce podcast, on va le garder. Puisque si un jour, Jérémy, tu décides d'arrêter ton business et tu dis ouais, c'est bon, fuck les gros business Il et y que a, tu il y es a de grandes riche, chances. je Non, non, réécouterai. non, mais il y a de grandes chances un jour, je dise c'est trop de taf pour ce que tu portes. Soit je suis un CEO et si j'y arrive pas, shut down. Mais parce que j'ai très conscience, et gardons cet extrait, hein, si un jour je reviens à la simplicité, c'est parce que par la complexité, j'allais dire difficulté, mais c'est pas difficulté, c'est complexité. Par la complexité, j'aurais acquis l'audience, l'argent, les compétences, le réseau, qui me permet d'avoir un business simple, qui me rend très riche et très heureux. En partant de zéro, c'est beaucoup plus dur quand même. Ouais, aujourd'hui, je pense que en fait, le fait de faire ce chemin de j'ai fait un gros business me donne la légitimité, l'audience, la crédibilité, le réseau qui me permet ensuite d'avoir un petit business et de faire que ce que je veux et de faire que ce que j'aime en fait. Même si tu aurais pu faire que ce que tu veux et que ce que tu aimes dès le départ, mais en vrai, genre la plupart des gens qui se lancent dans ça, ils vont juste être pauvres en faisant que ce qu'ils aiment, tu vois. Prenons un exemple. Je viens de voir demain matin et je te dis que Xerius, voici le plan exact pour construire un fonds d'investissement qui pèse 300 milliards. Le lendemain, il y a Warren Buffett qui vient et qui te dit la même chose. On a dit la même chose tous les deux, donc on a tous les deux raison. Écoute qui? J'écoute Warren Buffett. Voilà, parce que lui, il l'a fait. Et donc en fait, construisez ce que vous voulez raconter. Ça vous donne la légitimité pour le raconter. Et encore une fois, je ne fais pas l'apologie de la très grosse entreprise, tu vois. Le début du scaling, tout début, qui, une fois les toutes petites turbulences passées, t'amène à un business stable entre 20 et 40 cas par mois, avec très peu d'équipes, très peu d'outils, très peu de complexité. C'est très bien aussi. Moi, j'ai pas de problème avec ça, hein. C'est, encore une fois, c'est un choix de vie, tu vois. Moi, je suis resté pendant des années à ce petit business moyen plus cool. Et à un moment, j'ai eu envie d'autre chose. Ouais. Je pense que c'est une. J'aime beaucoup la métaphore et je pense que c'est une bonne conclusion pour ce sujet. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'oubliez pas, les pouces, les abonnements, les commentaires, les étoiles, passez ça à un ami. On compte sur vous, c'est très important. Vous avez fait un super accueil à ce podcast pour l'instant sur le peu d'épisodes qu'on a enregistrés, donc je voudrais tous vous en remercier. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez des idées de sujets qu'on devrait traiter. Nous, on en a toute une flopée, hein, mais on est toujours preneurs de vos avis. Ouais, grave. Merci à tous. Merci beaucoup. Ciao.